Voilà, bonjour à tous, bienvenue pour ce moment d'échange ensemble. On est tous très ravis de vous accueillir pour présenter autour d'un cas d'usage concret concernant la gestion et l'usage des données de construction, de bibliothèques d'objets, de fichiers ou encore de matériaux pour toujours plus de performance opérationnelle pour les projets et les entreprises. Selon les études les plus récentes provenant à la fois d'éditeurs et de grands cabinets de consulting, tout le monde s'accorde à dire que dans notre industrie, nous passons en moyenne 20% de notre temps à chercher de l'information. Concrètement, cela fait un peu moins de 2 heures par jour par semaine. Donc, on peut tous se projeter sur un calcul pour se rendre compte que c'est assez édifiant. Et donc, ce webinaire est vraiment autour de cette thématique aujourd'hui. Donc, voyons comment on peut adresser ces problèmes. Donc, aujourd'hui, euh, cette thématique, on est heureux de partager ce moment avec Suez et plus précisément un innovateur du groupe en la personne de Guillaume Desmet, directeur du déploiement BIM au sein de Suez. Donc, Guillaume est un véritable acteur du changement dans les organisations et au sein des projets. Il a pu contribuer à de nombreux projets nationaux et internationaux autour de la thématique que nous allons voir aujourd'hui. Si vous souhaitez en savoir plus sur son profil, n'hésitez pas à aller voir son LinkedIn qui est très détaillé. On pense qu'en ce moment, effectivement, on peut aussi beaucoup apporter à la communauté qui nous suit, ainsi qu'à l'ensemble des acteurs de notre industrie à travers ce webinaire et cette thématique. Me concernant, je suis Baptiste Joyot, directeur des opérations chez Vimenco, et j'ai plaisir à proposer des solutions simples, innovantes à l'ensemble des acteurs de la construction depuis maintenant de nombreuses années, qui permet justement de construire un futur de l'industrie plus innovant, collaboratif et performant. Donc, on va aujourd'hui adresser un agenda que vous avez déjà pu voir. Donc, on présentera brièvement nos sociétés partenaires avant de rentrer dans le vif du sujet sur la stratégie de la donnée du point de vue Suez. Guillaume présentera ensuite un cas concret appliqué au métier concernant la gestion et la continuité de l'information. Ensuite, je conclurai par une synthèse afin de repartir de ce moment avec des apprentissages concrets qui découlent justement de cette expérience. On pourra alors procéder à un échange ensemble, un question-réponse en fin de séance. Je vous invite d'ailleurs à poser toutes vos questions directement dans l'onglet chat, la partie discuter en bas au milieu de votre écran, que nous prendrons à la fin et répondrons en direct. L'idée sera surtout de concentrer les questions sur l'expérience de Guillaume autour de cette thématique abordée, afin que chacun puisse repartir avec un maximum de valeur de votre présence aujourd'hui, et ainsi vous questionner sur comment vous abordez chacun cette question importante de la recherche, de la structure et du traitement de l'information dans vos entreprises. Euh, donc, pour également rendre interactif ce moment, on vous posera quelques questions sondage qui s'afficheront directement sur votre écran pour y répondre simplement et rendre ce moment plus interactif. Le webinaire est prévu pour une durée entre 45 minutes et 1 heure en fonction de l'échange qui sera procédé à la fin. Voilà, je pense que la scène est maintenant prête pour attaquer la première partie. Euh, on commencera par la société Bimenco avant de laisser le micro à Guillaume pour la partie Suez. Donc, Bimenco est voilà, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes un acteur plutôt bien connu de l'écosystème depuis 2016 et sa création, avec le lancement d'une bibliothèque publique d'objets et fichiers BIM, d'informations, à la fois provenant de catalogues produits de fournisseurs, mais également provenant de la communauté qui met à disposition leurs propres fichiers. Euh, donc, à date, on est fiers de fédérer une communauté et un écosystème global de 400 000 personnes utilisatrices de la plateforme. Notre cœur de métier, et c'est le point 2 affiché sur la slide, c'est vraiment la fourniture de bibliothèques techniques, agnostiques et métiers.
depuis de nombreuses années et de nombreuses sociétés ont fait émerger aussi un besoin sur une gestion plus privée de leur bibliothèque qui a donné naissance à OnFly, solution privée pour euh, spécifiquement les bureaux d'études, les architectes et les constructeurs. Donc, c'est une solution qui accélère la continuité digitale et faisant aussi le lien entre les différents acteurs ayant ce besoin d'informations rapidement accessible et également fiable. C'est tout l'enjeu ici du traitement de l'information. Voilà, je passe maintenant le micro à Guillaume qui pourra présenter sa société Suez. Est-ce qu'il y a vraiment Enfin, bonjour à tous déjà. Ensuite, est-ce qu'il y a vraiment besoin de présenter Suez? Je suis pas sûr. Si ce n'est de vous dire qu'on est acteur majeur dans ce qui va être l'eau potable, l'assainissement, avec environ 10 millions 500 000 personnes desservies en eau potable et en assainissement. Un autre axe de Suez groupe, c'est la gestion des déchets avec leur valorisation, donc la collecte et la valorisation. Et ça touche environ 18 millions d'habitants. Euh, donc par rapport à ça, voilà. Est-ce qu'il y a encore besoin de présenter le groupe Suez? Je suis pas sûr. On va passer par contre à l'aspect suivant, à la slide suivante sur Suez Consulting, à l'intérieur de ce groupe Suez. Et donc Suez Consulting, à l'intérieur du groupe Suez, c'est la branche maîtrise d'œuvre. Euh, euh, C'est-à-dire qu'on va avoir une orientation de management de projet, de suivi, d'assistance en maîtrise d'ouvrage, une vision tout au long du cycle de vie en tant que maître d'œuvre avec cet aspect de gestion du conseil stratégique, des études, des schémas directeurs, de la conception, de la supervision de travaux, de l'assistance à exploitation et également une vision en tant que déconstructeur. Euh, les différents secteurs d'activité dans lesquels on intervient, donc c'est l'eau, l'environnement, les déchets, l'aménagement de la ville et les mobilités qui sont liées avec ça. Une notion de transition énergétique, puisqu'on est intégré dans le groupe Suez, donc on a une vocation aussi à se mettre en réflexion sur la gestion des déchets, leur valorisation et la façon avec laquelle on interagit avec notre territoire et également cette notion de territoire numérique au travers de la gestion de Smart City, par exemple. On peut passer à la slide suivante. Notre positionnement, notre positionnement, qui était la slide entre les deux, qui est passé très très vite, c'était un positionnement de 34 agences. Euh, oui, c'est ça. Ah, c'était la suivante. Donc, excuse-moi. 34 agences en France qui sont du coup au plus proche des collectivités qu'on va chercher à trouver. Une présence à l'international auprès de 50 pays. Si je reviens du coup, excuse-moi Baptiste d'avoir géré. On a préféré pas changer d'écran à chaque fois et donc c'est pour ça que Pas de souci. c'est Baptiste qui pilote les slides. Des innovations et des partenariats, donc au service de solutions digitales, au service de la performance. Je pense notamment à tout ce qui va être lié à la Smart City, les transitions environnementales et la lutte contre le changement climatique. On voit que ce sont des enjeux d'actualité, hein, avec notamment ce qui peut se passer dans le Pas-de-Calais avec les gestions des inondations, hein. On a des services ici de SIG qui sont concernés par ces transitions-là. Les éco-conceptions et les préservations de biodiversité grâce à des solutions fondées sur la nature. Voilà, des intégrations dans des missions telles que Efficacity, l'intégration de solutions bas carbone, la modélisation des circuits courts pour mieux gérer les ressources. C'est tous des enjeux qui nous concernent au quotidien. Euh, on peut enchaîner sur la donnée et Alors, juste ici, donc là, on est vraiment, on a présenté la cité Suez, effectivement, merci pour la présentation. On peut attaquer sur cette deuxième partie du webinaire, donc plus concrète, avec la présentation des différents constats Suez. Voilà. donc ces différents constats, ils partent d'enjeux. Et on va explorer ensemble ces trois enjeux qui sont là. C'est
le langage partagé, la décarbonation et la transition vers une société, que j'ai mis data-driven, donc guidée par la donnée. Premièrement, quand on parle de langage partagé, si on s'imagine que chacun parle une langue différente, ça sera un sacré bazar. Et donc, c'est un peu la même situation avec les données. Et donc, on a besoin d'adapter un langage commun pour que ça facilite la collaboration et que ça accélère les décisions et que ça favorise l'innovation derrière. Un vocabulaire partagé, c'est du coup la clé pour que tout le monde soit sur la même longueur d'onde. On viendra parler détaillé derrière pour le BIM, mais de façon globale, on reste sur un besoin de dictionnaire et d'échange de données dans un langage partagé. Deuxièmement, c'est la décarbonation. On sait tous que nos constructions et nos aménagements sont consommateurs de carbone et donc on a besoin d'utiliser cette donnée pour que dans les pratiques, on intègre une dimension durable et que cette dimension durable soit guidée, elle guide nos décisions et elle permette d'assurer un impact réduit sur l'environnement. Et donc avoir cette notion de carbone dans nos maquettes, pour commencer à les citer, c'est aussi un des enjeux de la donnée, de sa gouvernance. Enfin, on est vraiment sur une société data-driven, donc c'est pas juste une expression à la mode, ça signifie vraiment qu'on intègre une pensée basée sur les données et tout ce que l'on en fait. C'est également construire un socle numérique où nos données, elles seront utilisées de manière intelligente pour prendre des décisions qui seront éclairées. Ainsi, avec ces trois enjeux, on va adapter un langage commun, on va les utiliser de manière éco-responsable et on va devenir des aficionados de la donnée. C'est une voie qui nous permet d'avoir un avenir numérique qui soit éclairé et durable. Baptiste. Alors là, on peut lancer un premier sondage qui effectivement, vous devez voir sur votre écran un premier sondage. Donc, prenez une petite minute pour répondre. Combien de temps estimez-vous prendre à rechercher de l'information? Euh, voilà, pour faire écho Si vous voulez une vraiment tendance, au si vous voulez sujet. une tendance, Baptiste a déjà donné une première tendance sur sa slide d'introduction. Pour ceux qui étaient là au début. La tendance donnée au début semble être explosée, je dirais, pour certaines personnes ici présentes. Ok, donc à 54%, entre 5 et 20% du temps, et à 42%, je commente en live les résultats. 42% des personnes qui assistent au webinaire estiment que la recherche d'informations occupe entre 20 et 40% de leur temps. Voilà. Donc c'est assez important, effectivement. On peut refermer le sondage. Et Guillaume, je te laisse reprendre la main. Oui. Oui, derrière cette notion de recherche d'information, il y a la notion de coût du temps perdu. Et dans ce contexte, on imagine, et ce que citait Baptiste tout à l'heure dans l'introduction, et suivant différentes sources, on imagine que 20%, enfin, on définit que 20% du temps des équipes sont consacrés à la recherche d'informations. Et c'est une part significative de ressources qui pourraient être mieux utilisées et ailleurs. Et si on regarde comment ça se traduit dans différentes situations, ça va avoir différentes orientations. Soit je vais avoir le temps de chercher et je trouve. Dans ce cas-là, je ne fais perdre que du temps. Et pourtant, ça sera important de se demander si ce temps, il aurait pu être utilisé de manière plus productive, du coup. Deuxième situation, j'ai le temps de chercher et je trouve pas. Donc, maintenant, je dois me passer de l'information ou alors je dois travailler sur un mode dégradé. Donc, ça peut affecter la qualité de la prise de décision ou des actions qu'on va prendre par la suite. La troisième situation, c'est je n'ai pas le temps de chercher et si je trouve pas rapidement, je devrais faire un mode dégradé. Et là, ce manque d'information, elle pourra entraîner également des décisions basées sur des données incomplètes, ce qui peut être risqué.
Quatrième situation, je vais demander à quelqu'un d'autre de chercher à ma place et de trouver ou non. Et là, cette approche, elle peut être efficace, mais elle va dépendre aussi de la disponibilité et de la compétence de la personne sollicitée. Si on le sollicite pour quelque chose qu'il n'a pas l'habitude de chercher, il sera moins efficace que vous qui avez éventuellement l'habitude de chercher. Et si cette personne, elle ne trouve pas non plus, ben, on retombe dans les cas précédents. Une cinquième situation qui est celle de je cherche, je pense avoir trouvé, mais la donnée, elle est erronée, fausse. Et dans ce cadre-là, bah, c'est un autre aspect qui est critique, c'est que j'ai une information qui est incorrecte et qui peut me conduire à des décisions qui sont basées sur des informations, des données fausses et des conséquences potentiellement graves. Cette notion du coup du temps perdu, elle va donc au-delà de la simple perte de temps. Elle affecte, à la fois la qualité de nos décisions, la productivité, de nos équipes et finalement les résultats globaux. En optimisant du coup cette recherche, on met donc en place un processus efficace de gestion des données en favorisant un accès rapide et précis à l'information. On cherche donc à réduire ce coût et améliorer significativement la performance des organisations qui vont derrière. C'est ainsi cette notion de performance qu'on a souhaité faire transparaître à travers le titre du webinaire, hein, avec cette gestion des données. Je te laisse passer sur la slide suivante. L'idée cruciale qui est présente sur cette slide, c'est, je vais la lire et je vais la décrire. La connaissance des données est disponible, permet d'être en mesure d'utiliser celles-ci correctement pour des usages retenus. Imaginez que vos données sont un trésor, et c'était la notion de diamant que je voulais faire passer à travers le symbole. Pour en tirer pleinement profit, bah, il faut d'abord le connaître de ce trésor. C'est là que réside du coup l'importance de la connaissance des données disponibles. Avec dans un premier temps, du coup, savoir ce que l'on a. C'est une première étape, c'est la reconnaissance de la richesse dont on dispose. Et c'est là qu'on va être sur des chiffres bruts et ça va signifier en avoir en connaître la signification, en comprendre la signification, la qualité et la pertinence, et savoir ce qu'on va mettre dedans. Ensuite, on a la notion de comprendre comment on va l'utiliser correctement. Le fait de le connaître de façon approfondie, ça permettra de les utiliser de manière appropriée. Cela veut dire en comprendre les limites, les contextes d'application et les éventuelles interactions entre les différentes sources de données. Ensuite, il y a la notion de usage retenu. Mais il faudra choisir parmi les utilisations appropriées pour les données, lesquelles sont les plus pertinentes pour en faire des analyses approfondies, tandis que d'autres, elles pourraient être plus adaptées par rapport à des choix opérationnels. La connaissance des données nécessaires sera utile par rapport à ça. Ensuite, on va avoir une notion d'optimisation des décisions par rapport à cette réflexion. En utilisant correctement les données, on sera en mesure d'optimiser nos décisions, qu'elles soient au niveau de la planification stratégique, de la gestion opérationnelle ou de l'innovation. Des données bien comprises, elles conduiront évidemment à des choix plus éclairés, plus avancés. Éviter les erreurs coûteuses. On va essayer l'absence de connaissance des données, elle peut conduire à des erreurs coûteuses. On l'a vu précédemment dans les constats partagés vis-à-vis de la donnée. Et utiliser des données incorrectes ou mal les interpréter peut avoir des conséquences qu'elles soient opérationnelles ou financières. Par rapport à cette slide et pour passer à la suite, on est donc la connaissance des données disponibles n'est pas seulement une compétence, mais c'est aussi un impératif stratégique. Ça forme notre socle pour les prises de décision, les innovations et la réussite globale des projets, qui soient des projets d'innovation ou les projets derrière opérationnels. Si on passe à la slide suivante, sur la conclusion de ce besoin qui guide l'usage. À gauche, on a l'illustration du processus essentiel, c'est celui de la préparation des données. Le classement, qui organise les informations, le nettoyage, qui élimine les incohérences, et l'indexation, qui facilite l'accès rapide. Ensuite, on a la notion de permission, permet, qui souligne le pouvoir libérateur de cette préparation.
Elle permet de transformer les données brutes en un trésor qu'est le diamant qu'on illustre à côté. Et ces informations, elles seront exploitables. Exploitables comment? Par le tri, l'analyse qu'on va pouvoir en faire. Et ces deux actions, elles sont le résultat direct d'une préparation adéquate des données. Le tri il permettra de structurer les informations de manière significative, tandis que l'analyse en extrait des indicateurs qui pourront être précieux. Ainsi, la notion de gouvernance est la clé qui ouvre la porte vers la qualité des données. La gouvernance, elle permet également de prendre des décisions qu'on disait éclairées et elle est un lien indissociable entre la qualité et la prise de décision. Si on fait un lien maintenant avec le BIM, on va rejoindre les différents constats précédents. Ceux du langage partagé, ceux de la standardisation avec la standardisation, les standardisations, la normalisation, les dictionnaires qui peuvent exister. Et la donnée, parce que la donnée, elle est partout. Elle se situe à la fois sur le modèle, les objets et les informations. On a besoin de structurer, et c'est le principe de l'arborescence et pas de l'arborescence, mais de la plateforme, des plateformes qu'on utilise. On a besoin de structurer la donnée pour retrouver les fichiers qu'on va traiter, donc au niveau des modèles. Donc ça, c'est l'organisation qui va être liée au CDE notamment. Les objets qui sont à l'intérieur de ces modèles, on a besoin de les interroger pour les usages qu'on va définir, et les informations qui sont dessus vont avoir besoin d'être fiables, correctes. Par correct, on entend conforme et valide. Ça inclut de ce fait par la notion de validité, on intègre la notion de métier, et par la conformité, on inclut la notion de management, BIM management par exemple. La notion d'actualiser, adaptable, on a besoin de les adapter par rapport au projet éventuellement sur lesquels on est, parce qu'elles pourront être formatées suivant le modèle de l'entreprise ou du projet. Et accessible, cette notion d'accessibilité, elle est essentielle, puisqu'on a besoin de la retrouver assez facilement dans une maquette, les notions qu'on donne. Et donc, ce côté data-driven dont on prenait tout à l'heure, il revient dans l'utilisation de la maquette numérique dans le cadre des usages qui seront retenus, des usages BIM qui seront retenus pour le projet. Si on en vient ensuite à la notion suivante, qui est la réponse qu'on peut en trouver, c'est cette notion de data catalogue de données. On peut considérer ce data catalogue comme le gardien de ce trésor dont on disait tout à l'heure. On a pris un livre là parce que je trouvais qu'il y avait des paillettes, c'était sympa. On aurait pu prendre un coffre, ça aurait été plus imagé par rapport à ce que je dis. Mais c'est donc une vision d'une plateforme centralisée qui répertorie et documente toutes les informations qu'on a sur le projet. Pour les rendre facilement accessibles et compréhensibles pour toute l'organisation. En d'autres termes, on peut avoir cette notion de data catalogue qui offre une interface conviviale pour permettre à chacun de rapidement trouver la donnée dont il a besoin, de comprendre leur contexte et de connaître leur qualité. C'est comme avoir quelqu'un qui nous montre le chemin à travers ce trésor de données et pouvoir en tirer le parti à chaque pièce d'information. Ce data catalogue, en fait, il devient rapidement un élément central dans la mise en œuvre d'une gouvernance de données et ça simplifie derrière les recherches et la facilitation de la collaboration, tout en s'appuyant derrière sur une notion d'organisation avec le partage entre différents membres des équipes avec différents rôles pour avoir une collaboration plus efficace. Merci Guillaume pour la présentation des constats très intéressants. C'est l'approche et la démarche que vous avez pu faire effectivement ou en tout cas constater le défi et l'enjeu par rapport au traitement, la structure de l'information. Alors, c'est des éléments qui ont eu lieu par rapport à justement cette approche. Maintenant, on va mettre en perspective un cas concret.
Mais avant, on a une question également qui devrait s'afficher, une question sondage sur la gestion de la donnée, de l'information. Sur une échelle de 1 à 5, quel est votre degré de maturité par rapport à la gestion de la donnée? Donc, c'est vraiment ce que vous estimez en termes de maturité au sein de votre organisation et de vos équipes. Voilà. Donc, 50% des personnes qui sont dans le webinar actuellement estiment être matures de façon moyenne. Voilà, 3 sur 5. Et ensuite, on a 20% qui s'estiment entre 2, 2 sur 5. Voilà. Donc, qui est la deuxième estimation. On vous donnera les résultats de ce petit sondage. OK, on peut voilà, terminer le sondage et passer justement au cas concret sur la gestion de la donnée. La première étape, c'est une prise de conscience hein, de ces enjeux, de partager les constats qu'on a pu voir juste avant et commencer à évaluer un peu son niveau de maturité. Voilà, je passe la main à Guillaume. Alors sur la notion de théorie à la pratique, on en vient à l'utilisation et à l'implémentation en fait de l'outil à l'intérieur de notre organisation. Le cas concret dont on a souhaité parler, c'est l'implémentation de la solution on-site dans notre organisation et le partage des bénéfices qu'on en a trouvés. Cette implémentation, du coup, on l'a eu avec différentes implications, toujours avec cet objectif dont on parlait tout à l'heure de recherche d'optimisation du temps perdu et éviter cette perte de temps à chaque fois. On a donc, dans un premier temps, effectué un POC avec les équipes de Bimenco. Ensuite, on a eu cette notion de réflexion organisationnelle sur comment on va mettre en place une organisation efficace de cette bibliothèque qui sera créée. Et derrière, cette bibliothèque de données et d'informations, en ayant cette vision derrière des rôles et responsabilités qui vont être les nôtres en interne pour gérer l'information, les informations et les données. J'ai vu une petite question passer là-dessus. Si on passe à l'implémentation, ça passe sur une première étape qui est en slide suivante, sur la notion de quels sont les objets qu'on va intégrer. Quels sont les objets qu'on va intégrer dans notre bibliothèque. Et donc ça, on a eu une première phase de réflexion sur quels sont tous les objets qui sont présents dans les modélisations qu'on fait ou qu'on ne fait pas encore. Je pense à certains métiers qui sont moins avancés, mais pour lesquels on a besoin d'avoir cette réflexion par anticipation. Et donc, on a travaillé sur cet accompagnement, la structuration et une arborescence de nos objets, avec une notion également de définition des paramètres. Donc paramètres en tant qu'informations qui seront présents sur les objets qu'on va partager. Informations, et je parlais tout à l'heure d'informations au titre de l'entreprise ou au titre du projet. C'est important de voir qu'il y a une possibilité d'interaction et de conversion entre des paramètres qui seraient le paramètre d'une business unit dans Suez et ceux d'une autre. Si on passe à la slide suivante, on arrive sur les 3 piliers de ce qu'on a retenu de la théorie, en passant de la théorie à la pratique. C'est ces 3 notions essentielles. C'est la notion d'agilité, la notion de disponibilité et la notion derrière de collaboration. Si on passe tout de suite à la slide sur l'agilité, comment elle se traduit dans notre cas pratique? Elle se traduit par une agilité au sens où la donnée est accessible. Elle est accessible, ça c'est la disponibilité qui vient ensuite, mais elle est structurée de façon à être possiblement utilisée dans les différentes business units
dans différents projets, avec une structuration type, comme ce qu'on peut faire à travers les matrices de développement des objets ou de matrices de développement des informations dans le cadre de projets BIM, par exemple. Donc vous voyez par exemple derrière, on a une liste exhaustive des objets qui sont présents et en même temps une mise à disposition de paramètres qui seraient interprétables pour tel ou tel projet ou tel business unit. La notion de disponibilité intervient rapidement ensuite, puisque on a besoin que ces objets ils soient facilement utilisables par nos projeteurs ou par nos managers qui vont créer ce mapping entre les informations, entre les paramètres projet et les paramètres d'entreprise. Et donc, on a besoin d'avoir une disponibilité garantie, notamment sur les plateformes Revit, AutoCAD. On verra par la suite les futurs ouverts par BIM & Co. On a besoin d'avoir une plateforme qui soit une centralisation des demandes, notamment par cette possibilité de gérer sous forme de ticketing, par exemple, une demande de vannes, de ventouses, de tuyaux, d'éléments qui sont composants de nos infrastructures hydrauliques, notamment. Et qu'elles soient effectivement sur AutoCAD ou sur Revit. On a trop laissé à l'abandon nos bibliothèques AutoCAD qui sont encore utilisées aujourd'hui sur les différents postes ou à l'intérieur des différents serveurs d'agence. Et donc, on a besoin aussi de se projeter vers l'utilisation des bonnes pratiques du BIM, vers aussi nos données CAD qui sont le socle. Et ça, vous le verrez peut-être aussi avec les différents after BIM qui sont organisés sur la structuration des données CAO et SIG. Et donc ça, je vous inviterai à regarder ceux qui interviennent là-dessus. Et l'essentiel qu'on va avoir par la suite, c'est cette notion de collaboration. Cette notion de collaboration, Baptiste tout à l'heure reprenait cette notion de 2 heures par objet à créer éventuellement. Ça dépendra de sa complexité évidemment. Si on prend une base de 5 objets qui sont créés par mois, si on le multiplie par 12 mois pour avoir un ratio annuel, on est sur environ 15 jours de production annuelle d'objets. Et donc cette notion, elle ne doit pas rester sur le poste, sur l'environnement de production. Elle doit être partagée entre les différents sites. Vous avez vu, 34 sites, ils ne sont pas tous pour l'instant confrontés à des demandes BIM de la part de clients, mais on a besoin d'avoir cette notion de je remonte les objets qui sont modélisés et je le partage pour éviter des transferts comme c'est là, par exemple, en illustration, des transferts de mails avec je te partage un objet et tu pourras l'utiliser de ton côté. En niveau de collaboration, on a intégré donc différents rôles à l'intégration de OnFly dans nos organisations. Donc les rôles de référent, d'administrateur et de modeler qui nous permettent d'avoir cette vision de gestion de la demande quand il y a une demande de la part d'un modeler, de pouvoir la traiter, de répartir suivant la charge des différents BE pour avoir un modeler qui puisse produire éventuellement cette donnée et que cette donnée elle soit repartagée, elle soit validée par le référent et partagée à tous. Sur l'orientation par la suite, quel futur? Donc moi, on a vu cette notion on utilise Revit, on tend vers une démultiplication avec l'utilisation dans AutoCAD. Baptiste, je te laisse la main pour la suite. Oui, oui, et donc là, l'idée, c'est effectivement de comprendre ce que vous utilisez aussi au quotidien pour justement augmenter les usages d'une bibliothèque qui est déjà paramétrée. Voilà. Donc, vous avez un petit sondage qui doit apparaître sur justement les logiciels que vous utilisez au quotidien. N'hésitez pas, et s'il y en a qui n'apparaissent pas, essayez de le préciser directement dans le chat également. Donc, on vous laisse répondre.
également. Alors, si je commente en live, 56%, on est à 75% sur du Revit, 58% sur du AutoCAD. On a aussi un peu d'Archicad et de Covadis dans les personnes présentes ici. Je continue sur la quatrième partie qui est un point de synthèse. L'objectif de ce moment, c'est vraiment que vous puissiez repartir avec des points clés et une certaine perspective par rapport à comment vous êtes organisé dans vos entreprises. Donc ici, tout d'abord, cela commence par un premier point, une prise de conscience partagée. Comme a pu partager voilà, les différents constats qui ont été formalisés au sein de Suez, qu'une meilleure gestion de l'information est un enjeu stratégique qui a aussi un impact direct sur la performance collective d'une équipe, d'une entreprise, d'un projet. Donc cette prise de conscience, elle peut provenir de n'importe où, d'innovateurs dans les entreprises, d'early adopters, ça peut venir aussi de la direction générale, ça peut venir des projets, etc., etc. Donc, premier point, c'est prise de conscience partagée. Le second point, ce sera une fois qu'il y a une conscience collective présente, ce sera la prise d'action avec une équipe qui progressivement déploiera un processus, une solution, une méthode en appliquant justement un rythme que les équipes seront en mesure de suivre. Ne pas y aller trop rapidement, de façon progressive pour impliquer tout le monde dans le processus d'usage. C'est organiser de façon bonne pratique un pilote de l'initiative la plupart du temps avec des référents internes qui soient métiers et qui seront impliqués justement dans les usages décrits. Et ce sera donc souvent cette méthode qui sera recommandée. Vous avez pu voir à travers ce qu'a pu dire Guillaume, donc le POC pour créer l'équipe et derrière un plan déploiement progressif, équipe par équipe, métier par métier. Ensuite, donc ça c'était le point 2. Ensuite, le point 3, c'est vraiment être accompagné pour faciliter l'intégration de ces nouvelles méthodes et outils. On sait que c'est des irritants au quotidien que de formaliser les demandes de nouvelles modélisations, d'aller rechercher des informations. Ici et là, on demande aux collègues, c'est dans les emails, on ne sait plus trop où rechercher. Et on sait que le temps, c'est une denrée rare dans la construction. C'est pourquoi voilà, il est fondamental de pouvoir s'appuyer sur un partenaire qui est spécialiste de la question, qui plus est, afin de guider et d'aller sur les bons rails, de driver une progression justement dans les usages et la performance. Et c'est pas tout, mais également, il faut que cette relation soit vertueuse avec des remontées métiers pour s'améliorer au quotidien et mutuellement. Voilà, donc c'est un peu ce que représente une relation qu'on a l'habitude d'appeler gagnant-gagnant. Mais voilà, faire nourrir cette relation au quotidien sera aussi un vrai facteur clé à retenir. J'en arrive donc au dernier point. Euh, un échange et discussion. Si vous avez des questions, surtout n'hésitez pas à aller dans le chat pour la poser. On pourra répondre en direct. Mais tout d'abord, je voulais déjà remercier Guillaume justement pour les cas d'usage et la démonstration. Également, euh, je vais pouvoir, moi, poser deux questions pour lancer les hostilités et le temps que les questions arrivent. Euh, la première, c'est que on l'a vu que c'est un enjeu quotidien tous les jours. On recherche des informations tous les jours. On essaie de gérer des informations, de l'organiser tous les jours. On lit des informations, même si
si c'est un enjeu du quotidien et on le sait, ça reste un vrai challenge pour les organisations de se lancer et déployer des solutions, essayer, itérer, progresser sur le sujet afin de mieux gérer ces flux de données. Pour Suez, quel a été le déclic ou le signal qui a fait que vous deviez vous lancer maintenant sur ce défi? Si tu peux Alors, en fait, répondre à cette ouais, question. moi, enfin, je suis arrivé chez Consulting il y a 3 ans environ avec cette vision de déployer le BIM. Alors, déployer le BIM, c'est un grand mot, mais c'est surtout intégrer les changements et conduire le changement au travers d'une organisation et les différents projets, demandes qui vont être, qui sont là. Donc, le déclic, le signal, comme tu l'appelles, c'est le fait d'avoir déjà travaillé sur des projets par le passé. Euh, Suez Consulting, voilà, travaillait déjà sur Revit avant que j'arrive, évidemment. Mais par contre, il n'y avait pas encore de structuration complète et une démarche globale de partage de la donnée. Donc, il y avait une structuration d'acteurs matures, mais chacun dans leurs univers. Et donc, on a cherché à insuffler et à faire partager en fait la maturité avec la mise en place de cet outil au travers des constats que j'ai pu partager juste avant, du fait que bah, voilà, chacun de son côté cherchait de la donnée, cherchait des objets. Et donc, on a besoin d'en partager pour en tirer les bénéfices par la suite. Donc, c'était ça surtout le défi majeur, c'était arriver à avoir du coup un niveau d'égalité dans le partage de l'information et le partage des objets. D'accord, et ça, c'est à travers de multiples échanges, j'imagine, en interne. Oui, c'est Euh, ça. Et c'est également voilà, cette notion de ne pas reproduire ce qui s'est trop souvent passé par le passé, avec notamment le CAD il y a quelques années, où on a laissé mourir des bibliothèques sur les différents serveurs des agences. Oui, c'est vrai que c'est le cas, je pense, pour beaucoup de monde ici. J'ai une deuxième question sur justement la gestion des échanges des données. C'est un peu un vieux serpent de mer hein, dans notre industrie, hein, c'est-à-dire qu'on est un petit peu habitué à aller rechercher ces informations-là et perdre aussi beaucoup de temps lié à ça. C'est plus une question globale. C'est quoi ta vision du futur un peu sur ce domaine? Euh, Si tu peux nous partager ta vision là-dessus. Autour de l'industrie, il y a un élément et une orientation qui est donnée, c'est celle du jumeau numérique. Le jumeau numérique n'est pas le BIM en tant que tel, mais une composante de différentes briques technologiques, hein, le BIM, le CAD, le SIG, la GMAO, les différents systèmes de gestion, d'exploitation, de maintenance qui sont créés. Mais pour ça, on a besoin d'avoir une donnée qui soit fiable, de qualité et qui permette de faire un lien entre toutes ces sources de données. Pour pas utiliser la notion de base de données, qui est plutôt euh, encore plus complexe et plus Oui, avancée en tout cas. Et donc, ok, enfin, derrière cette donnée et ce jumeau numérique, ce qu'on va rechercher, c'est cette notion de pilotage et d'optimisation de la performance dont on parlait tout à l'heure. ok, merci Guillaume. Je vais prendre maintenant les questions. Effectivement, une première question de Samuel Boutin. Faites-vous la distinction entre data et information? Est-ce que Guillaume, toi, tu fais cette distinction? Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ouais, alors la distinction entre entre data et information, la frontière est mince, mais globalement, on va plutôt chercher à tirer de l'information de la part des données. On pourrait également considérer l'information comme une donnée en elle-même. Mais voilà, est-ce qu'on fait une distinction? Il peut y en avoir une, mais il faut la définir correctement.
globalement, quand on parle d'information en général sur le BIM, du coup, qui nous concerne principalement, l'information va être une donnée qu'on va devoir gérer également. Merci. Alors, autre question de Christophe. Bravo, Guillaume. Concernant les données, je suis tout à fait d'accord. Par contre, je pense que la donnée dépend du stade où on est dans le projet. Ne faut-il pas réunir tous les acteurs du projet pour définir tous ces dictionnaires? Ça, c'est une grande question aussi là-dessus, importante. Ouais. Bonjour Christophe, on se connaît de façon interposée. Sur le fait que, oui, alors oui, ça dépend du stade dans lequel on est dans le projet. Évidemment, nous, maîtres d'œuvre, on intervient sur la partie conception. La branche constructeur du groupe Suez intervient à d'autres stades, et l'exploitant du groupe Suez intervient à un autre stade. Les besoins en termes de modélisation, en termes d'information, ne sont pas les mêmes pour le designer. Par exemple, moi, je ne peux pas indiquer, je pense que tu vas le comprendre bien, Christophe, je ne peux pas indiquer la marque d'une vanne ou d'une pompe, puisque je ne suis que prescripteur de fonctionnalité. Et c'est derrière les entreprises, si on reste dans un schéma type l'OMOP et pas sur une notion de conception-réalisation, je ne peux pas, voilà, je ne suis pas en mesure d'avoir un tag qui comporte une marque sur le produit. Par contre, quand on va arriver côté constructeur, Alors, on va ouais. pouvoir indiquer cette vision-là. Donc, il y aura une notion de progressivité, il y aura un besoin de pouvoir remplacer un élément par un autre, et donc c'est cette progressivité qu'il doit y avoir. Le fait de réunir tous les acteurs du projet, bah, c'est la notion de la convention BIM au démarrage, d'être capable de définir un dictionnaire des données qui sont présentes, des informations qui sont présentes sur les différents objets du projet. Alors, effectivement, pour remettre en contexte, la question venait justement d'un industriel qui se pose la question justement de modéliser son catalogue de produits. Voilà. On modélise déjà son catalogue de produits. Qui modélise déjà son catalogue de produits, en effet. Euh, alors, je vais passer à une autre question d'Alexia. Admettons que l'on souhaite ouvrir un outil SI à plusieurs utilisateurs pour voir de quoi ils ont besoin. Sommes-nous d'accord sur la nécessité absolue d'une note de cadrage amont? Un outil SI à plusieurs utilisateurs, pour voir ce dont ils ont besoin. Bah, avant de réfléchir outil, moi je réfléchirais besoin. Je prendrais le problème à l'inverse. Donc, et dans ce cas, je suis d'accord avec la proposition, le fait d'avoir une cadrage amont. On va chercher à avoir le besoin avant de répondre avec un outil. Très bien. Ensuite, euh, alors je vais essayer de parcourir les questions. Euh, pour vous, une autre question. Euh, Nous avons parlé du gain de temps. Cette solution le permettrait sur le long terme. Combien de temps vous avez pris au départ la mise en place de cet outil, bien que celui-ci a vocation à être dynamique et évoluer lorsque nécessaire? Euh, sur combien de temps? Donc, sans Je- si on considère le POC, par exemple, si on a une notion de ce retour par rapport au POC. Bah, de la même façon qu'il y avait la question juste avant par rapport à un outil et un besoin, on a commencé déjà par définir un cadrage de ce POC, donc par rapport à ce que nous, on voulait faire. On a chiffré un certain nombre de jours voulait, qu'on voulait rendre disponibles pour avoir les fonctionnalités qui étaient proposées. Et donc, ce nombre de jours, on l'a partagé entre euh, les connaissants, les sachants techniques, par exemple Revit, parce on donnait l'axe de priorité sur Revit dans un premier temps. Et ensuite, on a ouvert sur les différents tests de fonctionnalité avec une grille qu'on avait définie en amont, pareil, pour ces trucs. Donc, combien de temps ça nous a pris? Ça a été une réflexion sur le long cours. On a travaillé sur peut-être 6 mois. Et en termes
en termes de jours et d'implication, ça représente à peu près peut-être une vingtaine, une trentaine de jours au global sur les différentes implications de chacun. Maintenant qu'on a un socle, voilà, les demandes sont passées par l'outil, elles sont traitées et on est rentré dans un système vertueux de partage d'informations. Ensuite, la question c'est, nous à SGPAM, on pense à décrire le cycle de vie des produits par ces modèles. Qu'en pensez-vous? Le cycle de vie de ces produits par ces modèles. Le cycle de vie, des différents produits, bah, pour moi, il va être dépendant du besoin. Est-ce qu'on va donc la notion de cycle de vie, elle est limitée en termes de modélisation pour moi, parce que ça va être principalement de l'information qu'on va traiter et ça va dépendre des systèmes de gestion de GMAO qui sont intégrés derrière. Donc notamment, bah, sur tout ce qui va être renouvellement, nouveaux travaux et cetera, date d'implication, date d'installation. Donc là, on traite plutôt sur l'information plutôt que sur le modèle, plutôt que sur l'objet en tant que tel. On va continuer. Pour vous, la data doit-elle forcément être dans un logiciel ou peuvent-elles être sur une base de données que tout le monde a accès? Des outils simples d'interrogation de la data. Alors là, je peux répondre de façon simple. C'est effectivement une base de données, hein, que Suez a mis en place, qui est simplement connectée et requêtable, accessible depuis le logiciel. Donc ici, par exemple, Revit ou AutoCAD. Mais derrière, c'est bien une base de données qui est mise en place. Bon. Quel niveau de fiabilité de la donnée de la bibliothèque publique Bimenco? Alors, sur la bibliothèque publique Bimenco, sachez que ce sont nos modeleurs en interne qui sont en direct avec les industriels pour justement modéliser au plus proche le catalogue de produits. Voilà, donc l'industriel est responsable aussi derrière de la mise à jour de ces catalogues qui sont en ligne depuis sur Bimenco. Donc par rapport à ça, de notre côté, en fait, on a fait le choix de contrôler, enfin, de cette donnée publique. On ne l'utilise pas, on utilise notre propre. C'est ce que tu prenais tout à l'heure comme notion. C'est nos objets qu'on intègre dedans. Et c'est Donc, la qualité derrière, cette notion de fiabilité, c'est nous qui la prenons en compte. parce que votre bibliothèque aussi en interne, elle est générique, à la différence de la bibliothèque Bimenco, qui est vraiment un catalogue de produits euh, venant des industriels Ouais. avec Alors, toutes les informations. elle est générique, oui et non. C'est-à-dire, c'est pas parce qu'on n'a pas le droit de mettre une marque d'objet qu'on n'utilise pas les objets de cette marque pour les créer. Parce que fondamentalement, et Christophe en est témoin, puisqu'il est en relation avec les équipes, les équipes de chez nous, c'est que on va utiliser des objets d'industriels, mais on ne pourra pas utiliser de la marque. Donc, c'est les objets d'industriels qui se retrouvent dans nos maquettes. C'est pas, au final, ils sont pas génériques. Oui. On les rend anonymes plutôt que génériques. Merci pour la précision. Il y a encore pas mal de questions. Il y a ceux qui préfèrent attendre et ajouter la pression au modeleur, mais l'anticipation est plus productive, non? Il faut connaître les valeurs que l'exploitation aura besoin pour faire du suivi, trend, etc. Alors ça, c'est du coup là, sur le premier volet, ajouter la pression au modeleur, mais l'anticipation est plus productive. C'est quoi ton avis là-dessus? Bah oui, oui, évidemment, l'anticipation est plus productive et je pense que euh, cette notion de partage et d'information, on va gagner on va gagner en productivité quand on va chercher à mutualiser les ressources pour les partages d'informations. Si tu peux retirer la slide, c'est mon numéro perso, ça m'ira bien. Le, les ressources d'information, elles vont être effectivement cette vision, elle est nécessaire d'anticipation et de partage de la donnée au
au plus proche de ce qui sera nécessaire par la suite. Ok, merci. Alors, Chris, l'usage coûte bien plus que la construction. Donc, l'optimisation et la maintenance prédictive sont le point essentiel du jumeau numérique. Où suis-je à côté de la plaque? Donc la maintenance prédictive est le point essentiel du jumeau numérique. Oui, oui, la maintenance prédictive, mais elle doit être liée aussi. Il y aura toujours la maintenance curative. Est-ce que vous êtes à côté de la plaque? Non. Non, non, on est tout à fait d'accord. Euh, mais pour ça, il faudra alimenter, parce que la maintenance prédictive, on va commencer à parler derrière de machine learning, d'apprentissage, de prédiction. Quand on parle de prédiction, on parle de données, et donc il faut donner de la donnée fiable euh, pour, euh, pour l'utilisation de ce jumeau numérique au global. Alors, c'est une bonne transition sur la prochaine question et on n'en reprendra plus qu'une juste après parce que le temps est passé assez vite. Si l'on parle d'optimisation du temps et avec les solutions IA qui se développent à grande vitesse, dans quelle mesure et à quelle échéance pensez-vous que l'IA sera en mesure de fournir une réflexion et un traitement solide pour l'interrogation des bases de données et des bibliothèques? On peut même imaginer des propositions toujours plus efficaces et pertinentes pour apporter des solutions à toujours plus de projets. Grande question et très actuelle avec l'IA. Oui, mais enfin, ça, on l'avait évoqué même dans la préparation de ce webinaire, hein, mais l'IA, Mm. l'IA dans toute la mesure qu'on peut en prendre, aujourd'hui, elle va avoir deux composantes. Elle va avoir deux composantes principales. Il y a celle conversationnelle qu'on va utiliser comme ChatGPT, et après derrière, il y a les orientations de generative design, par exemple, qui sont orientées. Euh, elles se développent et elles sont présentes depuis quelques années déjà. Euh, elles, euh, elles vont être, c'est pas ceux-là qui vont donner un traitement solide. C'est plutôt la base qu'on va faire, le socle numérique qu'on va faire, qui sera euh, le pilier, la base numérique du développement de l'intelligence artificielle, enfin, de l'utilisation de l'intelligence artificielle par la suite. Parce que elle va s'alimenter, elle aura besoin de manger de la donnée. C'est le machine learning avant tout derrière l'intelligence artificielle, c'est un apprentissage. Elle ne va développer que ce que on va pouvoir lui donner à manger avant. Et si c'est correctement structuré, on va retomber sur le schéma que je prenais tout à l'heure, hein, de la donnée qui est classée, qui est structurée, qui est indexée, qui permet le tri et l'analyse. L'analyse, on est sur la notion d'IA derrière. Analyse ou régénération ou recréation de quelque chose. Mais ça ne va être qu'une analyse de ce qu'on va avoir comme information. Ok. Merci. Effectivement, la première étape, c'est la mise en place de bases de données sur laquelle les technologies d'IA peuvent se reposer et aller manger, comme tu dis. Les paramètres des maintenances sont capitaux. Est-ce dans une norme sur le BIM? Bah, non. Non, parce que ça va être totalement différent d'une industrie à l'autre, par exemple. Et les industriels côté recyclage et valorisation sur les usines de recyclage et valorisation ne sont pas forcément les mêmes que côté usine d'eau potable, station de traitement. Donc les paramètres en tant que tels, en tant que le champ d'information à rentrer, sont pas forcément les mêmes. Euh, une norme sur le BIM, non, parce que bah, la gestion de la maintenance, elle est antérieure au BIM en fait. Donc, c'est plutôt un mapping, une liaison à faire quand on arrive en phase d'appropriation de la maquette numérique pour l'exploitation maintenance. Euh, Ça va être dans cette phase-là qu'on va l'intégrer. Et évidemment, on doit l'intégrer aussi par anticipation, en préparant ces champs, en anticipant cette vision. J'ai le Ok. sentiment que dans vos marchés de l'homme, et je pense que c'était la dernière, c'était plus un Ouais, constat. dernière Non. question, ouais. Ouais, c'est plus un constat. Je veux switcher sur
une autre question. Non, celle-ci, on y a répondu. Une impulsion de la part de la direction est importante pour embarquer les collaborateurs. Y a-t-il eu des actions entreprises pour la sensibilisation? Est-ce que ça... Oui, 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 clairement. Je pense que cette vision, elle est importante. Déjà, il en a, enfin, la première action qui avait été importante du côté de notre organisation, côté consulting, c'était déjà la création de cette cellule BIM, avec à aujourd'hui donc quatre personnes, y compris moi, sur cette vision de déploiement. Alors, on n'est pas sur une cellule BIM de production, on est sur un axe fort qui est de déploiement et de partage du savoir. Et donc, ensuite, on parle de sensibilisation. Oui, il y a les enjeux qu'on va porter en tant que cellule BIM de la société à partager le savoir. Une formation, c'est une formation au travers d'une formation qu'on a voulu interne. On a formé plus d'une centaine de personnes à la démarche BIM. On n'a pas fait des experts, on a fait quelqu'un qui comprend les enjeux du BIM et de la structuration de la donnée. Les premières personnes qu'on a formées, c'était le CODIR. Voilà, parce que on avait besoin de leur appui, on avait besoin de leur soutien. Et donc derrière, c'est à la fois une preuve d'engagement et c'est une preuve de maturité vis-à-vis de la conduite du changement. Ok, super intéressant. Vous avez formé le CODIR directement pour justement les engager et derrière découler des choses concrètes et Alors, pouvoir voilà, engager tout à l'entièreté fait. des... Ouais. Mais on parle pas d'aller faire une formation Revit, hein, mais on parle d'aller faire une formation parce que voilà, le BIM, c'est pas Revit Mm, que mm, Revit. mm. Mais voilà, former sur la sensibilisation aux fondamentaux du BIM et du traitement de la donnée. Ok, bah écoutez, merci Guillaume. On va clôturer. Merci à tous pour votre présence ce jour. J'espère que vous avez pu retenir retirer des apprentissages et justement avoir peut-être une meilleure prise de conscience sur l'enjeu à travers ce cas et ce partage Suez et Guillaume. Merci à toi Guillaume, effectivement, d'avoir partagé ce cas et cette démarche. Si vous avez d'autres questions, parce qu'on n'a pas pu traiter toutes les questions ou souhaitez en savoir plus, vous pouvez nous contacter directement grâce au contact affiché maintenant sur votre écran. Vous allez recevoir également un replay dans votre boîte mail. Et sur ce, encore merci et bonne journée à tous. Au Merci à revoir. toi, Baptiste, et bonne journée à À tous. bientôt. Merci. Au revoir.